Bien, bonjour, je vais procéder à l'appel. C'est Nicolas présent, Jean-Pierre Juillet, Sylvie Chasseret, Michel Kéfurus, Tiziane Touffet, Didier Chauplin, Marie-Pierre Legoff. Alors, Hervé Leroux, en absent, et m'a donné procuration. Également, Margaret Cusson-Duart est absente et a donné procuration à Sylviane Touffet. Hugues Cohen. Présent. Marie-Hélène Dauret. Jean-Christophe Levoiré. Nathalie Caroff est absente et a donné procuration à Sylvie Chasseret. Daniel Lepur. Présent. Daoufane. Sébastien Gentric. Cécile Etette. Présent. Steve Mazot. Présent. Odile Bezek est absente et a donné procuration à Sylviane Touffet. Nicolas Lotoré est absent également et a donné procuration à Jean-Pierre Juillet. Jacqueline Chausse-Pied. Présent. Raymond Félian. Présent. Nathalie Bourmeron est absente, a donné procuration à Cécile Etette. Clarisse Réalé. Présente, et j'en profite, conformément à l'article 17 du règlement intérieur, de préciser que les débats vont être enregistrés. Frédéric Canet-Jézéquel est absent, a donné procuration à Clarisse Réalé. Marie Mamie. Présente. Karine Sapin est absente, a donné procuration à Clarisse Réalé. Céline Leguédé. Présente. Frédéric Ballerin. Présent. Qui accepte d'être secrétaire de séance? Oui, vous avez. Et Sébastien Gentric arrive. On vous a transmis les prises de télé, celui de la séance du 21 janvier 2021, celui de la séance du 18 février 2021. Est-ce que vous avez des observations? Je soumets donc ces deux procès-verbaux au vote pour approbation. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est adopté, merci. Ensuite, les questions à l'ordre du jour. Vous en avez connaissance de cet ordre du jour dans le dossier que vous avez reçu. On va tout examiner dans l'ordre qui est indiqué. On va commencer avec une question relative au personnel, et c'est Steve qui va présenter ce point. Bonjour à tous. Donc cette première délibération concerne le personnel communal, une modification du tableau des effectifs. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez l'annexe au tableau. Donc juste une petite précision sur la deuxième ligne, la catégorie pour charger de la valorisation du patrimoine, cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux, c'est B, et non pas C. Donc en raison de l'avancement de cadre au titre de 2021 de 3 agents de la commune, donc il nous est proposé aujourd'hui de recalibrer ce tableau d'effectifs. Donc il est proposé au conseil municipal donc, de modifier les libellés de grade et de faire apparaître un cadre d'emploi. Donc cadre d'emploi pour la catégorie C, B et A. Cadre d'emploi des adjoints techniques pour les C, cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux pour les B et cadre d'emploi des attachés territoriaux. Donc j'indique que les crédits sont prévus au budget. Avez-vous des questions? Ou des remarques? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je passe la parole à Didier. Bonjour. Alors le deuxième, c'est au sujet du marché hebdomadaire, la proposition de gratuité pour les abonnés n'ayant plus déballé en novembre 2020. Alors les emplacements des commerçants non sédentaires sur le marché hebdomadaire sont autorisés en application d'un arrêté portant sur la réglementation générale du marché de Châtelain, adopté par le conseil municipal. Chaque emplacement est soumis au paiement d'un droit de place par les commerçants occupant le domaine public. La redevance est payable au trimestre ou à l'année en avance. En application de la réglementation en vigueur et des restrictions imposées par le gouvernement, certains commerces n'ont pu déballer sur le marché pendant la période de confinement de novembre 2020, marché non essentiel. 5 commerçants non sédentaires sont concernés par ces mesures, bien qu'ayant réglé la redevance trimestrielle.
Donc il vous est proposé au conseil municipal de raccorder la gratuité sur 1 mois au cours du second trimestre en contrepartie. Est-ce que tout le monde est d'accord? On va se mettre au vote. Quelqu'un est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Oui, donc ça concerne les crédits de fourniture scolaire pour 2021. Donc il vous est proposé de reconduire pour l'année 2021 le crédit pour fourniture scolaire à hauteur de 43 € par enfant. Les crédits nécessaires figurent sur un compte spécifique, le compte 6067 fourniture scolaire au budget primitif 2021. Est-il des questions? Non, donc je passe au vote. Qui est contre? Qui abstient? Tout le monde est pour? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, point suivant, les subventions aux associations pour l'année 2021. Donc, concernant les subventions aux associations pour l'année 2021, vous avez un document en annexe qui les répertorie. Il faut savoir que la base des subventions est identique à celle de 2020. Il s'agit de permettre à un maximum d'associations d'être le moins pénalisées possible par la situation sanitaire actuelle et économique. Vous avez donc 4 inscriptions budgétaires. Au 65 741, on retrouve les subventions de fonctionnement pour les associations intervenant dans les domaines de l'enfance, de la scolarité, la culture, du patriotisme. Au 65 742, c'est les subventions sportives. Benjamin, tu peux afficher les... C'est le détail qu'on n'avait pas pu avoir pour la dernière commission. Une enveloppe fermée, de toute façon, on attendait les derniers documents de certaines associations. Mais on vous donnera de toute façon le document complet. Au 65 746, on retrouve les subventions accordées aux associations conventionnées de la commune de Châtelain. Et enfin, donc, le compte 65 747, c'est les subventions exceptionnelles. Donc, lors de la dernière commission finance, on a vu en détail la plupart des demandes effectuées. Il y a 5 demandes nouvelles qui ont été acceptées. Elles sont en bleu sur le document. Sauf une, je crois, la dernière qui était en bleu. Donc, pour la partie enfants-jeunesse, on a une subvention de 200 € pour l'association Enfance et Partage. En culture, une subvention de 1 200 € Renappens pour un projet de création mené avec les ateliers de l'école de musique municipale et une subvention de 150 € afin de favoriser l'expression radiophonique. En patriotisme, une subvention de 50 € pour la section des médailles militaires. Il y a une fusion entre les sections de Clément et Châtelain. Et enfin, une subvention exceptionnelle de 1 500 € à Clusul, Squasil, Diwan, Castelline, afin notamment de soutenir la langue bretonne. Donc je rappelle également que la commune reçoit tous les ans des demandes récurrentes de certaines associations qui ne concernent pas spécifiquement Châtelain, genre SOS Amitié, la SPA, Bretagne Vivante, etc. La plupart de ces associations sont soutenues déjà par la région ou le département. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur les subventions? Non? Si, pardon. Non, moi c'est juste pour le vote, pour dire que je me retirais du vote faisant partie du conseil Avec d'administration. proposition. Ah. En général, effectivement, les élus qui sont intéressés par une de ces associations, étant impliqués dans l'association, ne doivent pas participer, doivent se retirer et ne pas participer au vote pour ce point. Pareil pour moi. Alors,
concerne que la Les médaillés militaires. Pour la peine. Vous êtes administratrice de police. Voilà. Donc, à part donc, ces 3 personnes, donc, on passe au vote. Juriste, je pense qu'il faut qu'on fasse voter sur l'ensemble des subventions, sauf ces 3 subventions, et ensuite on procédera au vote des autres, un vote spécifique pour chaque subvention concernée, et normalement les personnes doivent sortir, si on fait les choses correctement. Donc ce que je propose, c'est qu'on vote le tableau sans ces 3 subventions spécifiques, et là vous participez au vote, vous votez comme vous voulez, hein, évidemment, et ensuite pour les 3 associations où il y a des membres du conseil qui sont impliqués, bien, on va faire un vote, c'est tout. Donc, si ça vous va comme ça, donc pour l'ensemble des associations, des subventions d'associations, sauf les 3 mentionnés, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc on va dans l'ordre. Celle qui concerne donc l'association pour les médaillés militaires, je te demanderai de sortir. Donc. Donc pour cette subvention, oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc pour Polissonance, donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Question des écoles, oui. C'est Noël. Voilà, merci. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est toujours moi. Donc, Oui, on a un point concernant Polissonance, donc vous pouvez ressortir. Pour moi, c'est des choses correctes. Donc, vous le savez, l'association Polissonance fonctionne en partie grâce à une subvention annuelle de la commune. Dans le cadre de l'étude des subventions annuelles, les subventions d'un montant supérieur à 4 000 € font l'objet d'une analyse des comptes certifiés de N-1. Or, les comptes 2020 de Polissonance n'ont pu être transmis à ce jour au service de la commune de Châteauneuf. Afin de ne pas pénaliser le fonctionnement de l'association Polissonance, il est possible d'attribuer une avance correspondant à 50% du montant versé en 2020, soit 35 139,55 €, en attendant donc de voter le montant définitif de la subvention qui sera allouée à l'association pour 2021. L'accord du conseil municipal est sollicité sur le versement de l'avance de subvention au profit de l'association Polissonance. Y a-t-il des questions sur ce point? Non. Alors je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour, je vous remercie.
participation communale de 1,20 € par repas servi aux enfants de Châtelain à la cantine de l'école Saint-Joseph, La Plaine, pour l'année 2021. Ce point a été examiné en commission des finances du 4 mars 2021. Donc il est proposé au conseil municipal de fixer à 1,20 € la participation de la ville au prix des repas servis aux enfants châteaulinois de l'école Saint-Joseph-La Plaine pour l'année 2021, d'indiquer que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021. Y a-t-il des questions? Pas de questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour, je vous remercie. Je continue avec la proposition de participation communale de 1,20 € par repas servi aux enfants de Châtelain à la cantine de l'école Diwan pour l'année 2021. Ce point a été examiné en commission des finances du 4 mars 2021. Il est proposé au conseil municipal de fixer à 1,20 € la participation de la ville au prix des repas servis aux enfants châteaulinois de l'école Diwan pour l'année 2021. Et d'indiquer que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021. Y a-t-il des questions? Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour, je vous remercie. Les tarifs années scolaires 2021-2022. Vous avez en annexe les différents tarifs qu'il est proposé d'adopter. Ce qui est proposé, c'est aucun changement au niveau des tarifs, que ce soit pour la restauration scolaire, la livraison des repas, l'école de musique et le tarif ciné-conférence. De plus, pour les tarifs des temps périscolaires, il est proposé de reconduire la tarification modulée en fonction des revenus pour les garderies du matin et du soir, comme indiqué dans le tableau que vous avez dans la note de synthèse. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter le tarif ciné-conférence, d'adopter les tarifs livraison de repas, garderie périscolaire, restauration scolaire et école de musique, tels qu'ils figurent dans les tableaux 6 juin, à compter des dates indiquées dans chaque tableau. Est-il des questions à ce sujet? Oui. Oui, je sais pas, ça fonctionne. Quand on compare les tarifs proposés aux écoles publiques en classe primaire, on remarque que le tarif primaire est quand même inférieur à ce qui est supérieur à ce qui est préconisé pour les élèves du primaire dans les écoles privées. Alors, je ne suis pas contre une subvention pour les écoles privées, mais est-ce qu'on ne pourrait pas quand même faire en sorte que les élèves de l'école publique en classe primaire voient leurs tarifs alignés sur ceux des écoles privées? Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte qu'ils réduisent un petit peu leurs tarifs? Un élève en école primaire en 2020 paie à la Plaine 3,14 quand il est de Châtelain. En école publique, non, en école publique 3,14, donc 3,14 €. À la Plaine 2,95 €. Sans la subvention, je veux dire le tarif qui est pratiqué dans les écoles. J'ai été sur Internet, j'ai été voir les tarifs. Donc le tarif de primaire de l'école publique est supérieur au tarif du primaire de l'école de la Plaine en 2020. En fait, chaque école fixe son tarif. J'ai contacté l'école d'Iwan qui m'a dit qu'ils appliquaient le même tarif que Châteaulin, que la commune. Donc en fait, c'est la présidente qui m'a répondu en ce sens-là. En fait, chaque école fixe son tarif. Nous, ça fait des années qu'on est sur le même tarif et que nous n'avons pas augmenté. Mais je ne dis pas que vous avez augmenté, je dis seulement que le tarif dans les écoles primaires publiques primaires est supérieur au tarif de la Plaine. C'est tout ce que je dis. Et je demande est-ce qu'on ne peut pas faire un geste supplémentaire au niveau des enfants châteaulinois des écoles publiques pour qu'on ait un prix un peu moins élevé, de façon à ce qu'il n'y ait pas de différence avec le privé. C'est une question, hein. Oui, mais c'est quand même assez... Enfin, ça serait curieux qu'une municipalité, avant de fixer le coût de ses services publics, regarde ce qui se pratique
dans d'autres organismes privés. Nous ne sommes pas responsables de la politique tarifaire des écoles privées. Ce dont nous sommes responsables, c'est du niveau d'aide. Et en ce qui concerne les enfants qui sont scolarisés dans nos écoles publiques, l'aide de la commune est très importante, et plus importante que le 1,20 € que nous venons de voter tout à l'heure. Donc, après, nous n'avons aucun pouvoir sur les prix qui sont pratiqués par les autres. J'ai plus le tableau tout à l'heure. Si vous voulez, vous n'avez pas posé la question au moment où on a voté le montant de l'aide aux écoles d'Iwan et La Plaine. Mais moi, ce que je regarde, c'est le coût pour la ville, le coût de production du repas et le coût du repas servi. Ensuite, le montant qui est facturé aux familles dont les enfants fréquentent nos écoles. Il y a un delta, et ce delta, c'est l'aide que la ville apporte à ces familles. Et on voit que cette aide, elle est largement plus élevée que la subvention qui est donnée pour les enfants châteaulinois scolarisés dans le privé. Ensuite, je ne vais pas répéter ce que je dis. Nous, dans le vote, si nous devions envisager des prix de repas encore plus bas, ce qui est possible, mais on augmente le déficit et on augmente de manière plus importante l'aide. Et en soi, ce n'est pas anormal d'avoir une politique d'aide, mais cette politique d'aide, elle ne doit pas être calée sur des tarifs pratiqués par un organisme privé. Enfin, ce n'est pas un organisme privé qui va dicter le montant de subvention et le niveau des tarifs municipaux. Ou alors sinon, c'est un peu le monde à l'envers. Alors peut-être que l'effet pervers, c'est qu'à la suite de l'aide qu'on a accordée aux établissements, c'est en direction des enfants, normalement. Oui. Peut-être que cet effet pervers, c'est que ces écoles, après, pratiquent des tarifs plus bas, mais c'est un autre sujet. Mais nous dire, peut-être, ou suggérer à l'instant qu'on baisse nos tarifs pratiqués, alors qu'il y a une aide non négligeable. Aujourd'hui, un repas servi dans les écoles publiques, donc repas préparé par la cuisine centrale et servi par le personnel communal, s'élève à un coût de 8,20 €. Donc vous voyez, entre le prix qui est demandé aux familles en maternelle et à l'école primaire, 3,58 € ou 3,76 €, vous voyez le delta. Et c'est ce delta qui correspond à l'aide que nous apportons. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une aide tout à fait significative. Voilà les éléments de réponse. Je ne peux pas vous dire autre chose. Mais on ne va pas fixer nos tarifs en allant voir sur le site des autres structures et puis de se dire, puisque telle structure propose des prix plus bas, on va baisser les tarifs. Il y a une réalité aussi économique. Je vous dis, le prix du repas servi, c'est 8,20 €. Et il est facturé simplement 3,58 € ou 3,76 €. On a aussi ce genre de discussion en CCAS quand on évoque les tarifs des services d'aide à domicile. On sait aussi qu'il y a des structures privées qui sont en capacité de proposer des prix plus bas. Est-ce que la qualité de la prestation est la même? Je n'en sais rien, je ne verrai pas sur ce sujet-là, mais effectivement, nos structures publiques, qui sont très performantes, et je tiens à les défendre, proposent une qualité de service, et ensuite, il y a une facturation qui là, me paraît juste. En tout cas, ma boussole, c'est pas ce que pratique un organisme privé. Il y a d'autres remarques? Non, on va passer au vote sur ce point. Donc, qui est contre? Qui s'abstient?
Tout le monde est pour, je vous remercie. Avant de présenter le budget primitif pour l'année 2021, qui sera présenté par Jean-Christophe tout à l'heure, nous devons voter les taux d'imposition pour 2021. La proposition est de maintenir les taux, donc ce qui était pratiqué auparavant en 2020. Pour ce qui est de la taxe d'habitation, donc là, on est dans une situation particulière puisque il y a la réforme de la taxe d'habitation qui est en cours. Donc, il y a un gel du taux sans modulation possible. Et ensuite, les autres taxes peuvent faire l'objet, si on décidait, d'évolution. Notre souhait, c'est de maintenir ces taux. Donc la taxe foncière communale sur les propriétés bâties, le taux proposé est de 19,53%. Sur la taxe d'habitation, je ne l'ai pas indiqué, mais c'est 18,77%. La taxe foncière départementale sur les propriétés bâties est de 15,97%. Et le nouveau taux communal issu de la fusion des taux fonciers bâtis pour 2021, la proposition est donc 19,53% plus 15,97%, soit 35,50%. Et enfin, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, le taux est de 44,93%. Voilà ce qu'on a eu l'occasion d'évoquer les années précédentes. Concernant la taxe d'habitation, qui bientôt ne sera plus un sujet puisque aucun contribuable ne sera assujetti, mais il n'y a pas que le taux qui est à retenir, il y a aussi la politique d'abattement qui n'apparaît pas, mais nous avons à Châteaulin une politique d'abattement importante et qui permet de faire sortir, enfin, en tout cas auparavant permettait de faire sortir des redevables un certain nombre de ménages modestes. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Voilà, je passe au vote. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Madame Leuillet. On va noter. Et le reste est pour. Je vous remercie. Bien, on va passer au compte de gestion et compte administratif 2020. Avant d'aborder les comptes administratifs, je tenais à rappeler, au cas où tout le monde ne serait pas au courant, que Benjamin Legros, qui avait demandé donc, sa mutation dans une autre commune pour convenance personnelle, a finalement décidé donc, de rester travailler à la commune de Châteaulin. Et personnellement, donc, je me réjouis de cette décision. Cependant, compte tenu donc, de son départ annoncé, et souhaitant que son remplaçant trouve des comptes apurés en arrivant, le Trésor a demandé de nombreuses mises à jour des comptes de la commune. Cela a généré de nombreux jeux d'écriture, en janvier, en février notamment. Je tenais donc à remercier Benjamin, ses collègues du service finance et également Nadine Legrette pour l'excellent travail qu'ils ont réalisé pendant cette période qui reste toujours intense. On va dire que l'avantage de cette situation, c'est que l'année prochaine devrait être plus calme au niveau des régularisations. On attaque donc par le budget principal. Comme les années précédentes, je vous propose de faire la présentation des trois budgets qu'on a, le budget principal et les deux lotissements, de les présenter successivement et je vous proposerai un vote budget par budget à la fin de cette présentation, ce qui fera que Mme Huguette sorte 3 fois de la salle. On va commencer par le budget principal. Lors de la commission finances du 4 mars dernier, nous avons fait une analyse détaillée des comptes qu'on ne va pas refaire évidemment lors de ce conseil. Néanmoins, nous nous arrêterons sur certains postes et avec Benjamin, mais évidemment, nous restons à votre disposition si vous souhaitez de plus amples explications pendant le conseil ou après. Pas de souci pour cela.
Vous remarquerez que le document de synthèse, le document numéro 1, présente 3 colonnes au lieu de 2 des années précédentes pour la section de fonctionnement. Il y a le budget primitif initial, le budget modifié après les décisions modificatives et le réalisé 2020. Car il nous a semblé intéressant de représenter l'impact de la pandémie sur l'activité des services. En dépenses donc de fonctionnement, le total des charges s'élève à la somme de 5 591 437 € et 74 centimes. Ce qu'on peut dire par rapport au budget prévisionnel, c'est qu'il y a un différentiel assez important, y compris suite aux décisions modificatives des 8 octobre et 3 décembre. Vous pouvez prendre le document numéro 3, dépenses de fonctionnement du compte administratif, sachant que pour l'instant, il faut lire seulement les colonnes CA 2020. Donc Benjamin, lui, a peut-être enlevé l'autre, mais vous, sur vos feuilles, il faut lire que le CA, ne pas tenir compte du BP. En charge à caractère général, on a une non-consommation de 271 000 €, justifiée essentiellement par l'impact du transfert de la piscine et de l'impact de la pandémie. On retrouve ces impacts sur les comptes 6611, 6612, 6623, les écoles fermées, 61 521 également. En charge de personnel, nous avons une non-consommation de 133 000 €, due également au transfert de la compétence piscine et également des enveloppes non consommées, avec du personnel supplémentaire l'été par exemple. En opération d'ordre, on retrouve en dépense la somme de 178 928 €, qui concerne notamment la vente du terrain de la piscine, puisque comptablement on doit avoir cette somme en dépenses et en recettes, car il n'y a jamais de prévision sur le compte 675. Le chapitre 65, autres charges de gestion courante, nous avons une non-consommation de l'ordre de 56 000 €. La charge financière baisse de 36 000 € parce que nous n'avons pas eu à contracter d'emprunt sur l'année 2020, contrairement à ce qu'on avait prévu, ça a été reporté sur 2021. Et enfin, en charge exceptionnelle, on constate la non-consommation de la somme de 460 000 €. Il s'agit du provisionnement, autant en dépenses qu'en recettes d'ailleurs, des conséquences du transfert de compétences des budgets eau et assainissement. On avait déjà abordé ce point en juin 2020 lors du BP 2020. D'autre part, en couleur saumon sur le fameux document, ils apparaissent les comptes en dépassement des dépenses prévues. Vous avez tous normalement reçu le compte rendu de la commission finance et Benjamin a expliqué effectivement les raisons de ces dépassements qui sont somme toute raisonnables. Est-ce qu'il y a des questions sur les dépenses de fonctionnement? Alors je passe aux recettes de fonctionnement qui sont en hausse de près de 275 000 €, DM comprises, décisions modificatives comprises, pour un total de 7 469 989 € et 52 centimes. Vous pouvez prendre le document numéro 4. Les comptes 7011 et 701 241 concernent les dernières redevances eau potable et assainissement versées par Veolia dans le cadre de la délégation de service public avant transfert de compétences vers la Comcom. Les recettes de fiscalité estimées de façon prudente ont généré un boni de 2,84% par rapport aux prévisions, environ 134 000 €. On retrouve également au compte 775 la vente du terrain de la piscine pour 172 500 €. Il n'y a pas de remarque particulière sur les autres comptes.
sachant que pour les comptes soulignés en vert, il s'agit de bonnes nouvelles car on a encaissé plus de recettes que prévu. Est-ce qu'il y a des questions sur les recettes de fonctionnement? Non. Passons aux investissements, si vous voulez bien. Pour les dépenses, nous avons un total de 4 866 197,40 €. Les mandats émis, c'est ce qu'on a réellement payé au cours de l'année 2020. L'élément important, c'est le reste à réaliser, c'est-à-dire des engagements qu'on a pris en début d'année, au moment du vote du budget, et qui n'ont pas été réalisés d'ici la fin de l'année. Vous pouvez prendre le document numéro 5. Ce document reprend en détail les dépenses d'équipement effectivement réalisées en 2020. On peut noter notamment l'opération 111, 506 498 € et 74 centimes pour l'acquisition du bâtiment de la Ville-Jouan. En opération 13, achat de matériel, un total de 313 384 €, donc une enveloppe de 107 623 dédiée au renouvellement de l'architecture informatique. En opération 15, des grosses réparations de bâtiments, un total de 264 704 €, dont 82 617 € de solde et marché de rénovation de l'espace Quatigra. En opération 16, équipements sportifs, 187 846 €, principalement dédiés à la réhabilitation du stade Eugène Piriou. En opération 20, grosses réparations de voirie, on a un total de 631 695 €, dont 442 796 de modernisation de voirie sur divers sites communaux. Et enfin, en opération 37, nous avons la création du jardin intergénérationnel pour 214 298 €. Vous avez également dans ce document le montant de remboursement du capital des emprunts en cours pour la somme de 346 272 € et 82 centimes. En recettes d'investissement, est-ce que vous avez des questions sur les dépenses? Je passe aux recettes d'investissement. Nous avons un total réalisé 2020 qui s'élève à 3 666 044 € et 81 centimes, rares inclus également. On y retrouve la vente du terrain de la piscine pour 172 928 €, la FCTVA pour 160 017 € 76 centimes, et les subventions d'un montant d'1 million d'euros environ pour 500 000 € qui concernent la maison de santé. En investissement, on a donc un besoin de financement de 1 200 152 € et 59 centimes. Et on obtient un résultat global cumulé entre les deux de 678 399 € et 19 centimes. Des questions sur les dépenses, recettes, investissements? Donc on passera au vote tout à l'heure, après avoir vu les deux budgets des deux lotissements. On commence par le lotissement Ernest de Chamaillard, le document numéro 9, si je ne me trompe pas. Nous avons un résultat positif en fonctionnement de 73 446 € et 31 centimes, et positif également en investissement de 18 098 € et 15 centimes. En 2020, il y a eu un lot de vendus, c'est bien, c'est ça? Et il en reste 3 sur les 11 du départ. Une question sur ce lotissement? On passe au second lotissement des Ardoisières, document numéro 8.
concerne donc le lotissement des Ardoisières, il n'y a pas eu de mouvement concernant ce lotissement. Nous avons donc un résultat négatif en fonctionnement de 154 181,73 €, ce qui est normal quand il n'y a pas encore eu de vente, et égal à 0 en investissement. Des questions sur ce lotissement? Non. Donc on a fini la présentation, donc Gaël, tu vas sortir. Donc pour l'instant, on ne vote que les comptes administratifs. On doit le faire par section. Et tout à l'heure, on fera une aparté sur les comptes de gestion. Les comptes de gestion, ce sont les documents établis par le Trésor. Bien évidemment, lorsque nous recevons les comptes du Trésor, la première chose qui est faite, c'est le rapprochement entre les comptes de gestion qui viennent du Trésor et les comptes administratifs de la commune. Ces vérifications ont été faites par Benjamin pour l'ensemble des budgets que l'on a présentés et concordent au centime près. Donc, le budget principal, en section de fonctionnement, nous avons la somme de 7 469 989,52 € en recettes et 5 591 437,74 € en dépenses, permettant de dégager un excédent de fonctionnement de 1 878 551,78 €. Je mets au vote qui est contre. Une voix contre. Qui s'abstient. 6 abstentions. 6, oui. 5. 5. 5 abstentions. Je vous remercie. En ce qui concerne les investissements, le total réalisé en recettes s'élève à 3 666 044,81 € et en dépenses 4 866 197,40 €, avec un reste réalisé, soit un résultat d'investissement rare inclus, un négatif de 1 200 152,59 €. Je mets au vote qui est contre, une voix contre, qui s'abstient, 5. Je vous remercie. On va faire le lotissement Ernest de Chamaillard. En section de fonctionnement, nous avons 92 491,54 € en recettes et 19 045,23 € en dépenses, soit un résultat positif de 73 446,31 €, qui est contre, une voix contre, qui s'abstient, 5. Je vous remercie. En section d'investissement, nous avons 21 071,69 € en recettes et 2 973,54 € en dépenses, soit un résultat positif de 18 098,15 €. Qui est contre, une voix contre, qui s'abstient, 5. Je vous remercie. On va passer au dernier lotissement, les Ardoisières. En section de fonctionnement, nous avons 0 € en recettes et 154 181,73 € en dépenses, soit un résultat négatif de 154 181,73 €. Je mets au vote qui est contre, une voix contre, qui s'abstient, 5. Abstention, je vous remercie. Et enfin, en section d'investissement, nous avons 154 181,73 € en recettes et 154 181,73 € en dépenses, soit un résultat égal à 0 €. Qui est contre, une voix contre, qui s'abstient, 5. Je vous remercie.
Je vais rappeler Gaël. Je reviens sur les comptes de gestion, comme je vous disais tout à l'heure. En ce qui concerne les comptes de gestion, même si c'est le Trésor qui les fait, il faut aussi que d'une manière spécifique, on les adopte. Sachant que, comme je vous l'ai signalé, le rapprochement se fait au centime près avec nos comptes administratifs. D'ailleurs, Benjamin détient un exemplaire de ces comptes du Trésor, si quelqu'un souhaite les consulter. Donc, si vous êtes d'accord, on va passer au vote de ces comptes de gestion. Est-ce qu'il y a des voix contre? Une voix contre? Des abstentions? 5 abstentions. Je vous remercie. Je pense, Monsieur Leroux, que les élus doivent signer. Oui. Il y a des paragraphes qui vont circuler dans les rangs et c'est important que vous signiez avant de partir avant la fin de cette séance. Quand vous souhaitez. On passe à l'affectation des résultats. Du budget principal. L'affectation des résultats intervient après le vote des comptes administratifs. Vous avez en annexe document numéro 7 le tableau d'affectation des résultats 2020 du budget principal. Je précise que les budgets lotissement, eux, font l'objet d'une affectation de résultats unique à leur culture, ce qui n'est pas le cas lors d'aujourd'hui. Donc en ce qui concerne la section de fonctionnement, nous avons en recette la somme de 7 469 989,52 €. Et au niveau des dépenses, un montant global de 5 591 437,74 €. Cela permet de dégager un excédent de fonctionnement de 1 878 551,78 €, qui inclut le report de l'exercice précédent de 2019 de 455 724,12 €. En ce qui concerne les investissements, le total réalisé en recettes s'élève à 3 666 044,81 € et en dépenses 4 866 197,40 €, ce qui fait un résultat négatif de 1 200 152,59 €. Il est proposé une affectation en investissement de 1 678 551,78 € et un report en fonctionnement de 200 000 €. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Non, donc je passe au vote. Qui est contre? Une voix contre. Qui s'abstient? 5. Je vous remercie. On va passer au budget primitif 2021. Est-ce que vous aimez les chiffres? Déjà, comme l'année dernière, on vous a adressé 2 documents. Budget en chiffres 2021 et répartition des dépenses de fonctionnement par service. Je peux les remettre au tableau, Benjamin. Je rappelle. Voilà, ces documents-là, qui permettent une présentation par fonction, avec une lisibilité plus facile pour les élus et également pour la population, car ces documents sont disponibles sur le site internet de la commune.
Donc nous allons d'abord voir la section de fonctionnement. Sachant que le budget primitif donc 2021 est conçu avec une prévision à la baisse tant en dépenses qu'en recettes. En dépenses, il est prévu un total de 6 115 720 euros. Alors, vous pouvez vous référer au document numéro 3. Les charges à caractère général sont prévues à la baisse de 4,25%, avec l'impact de la piscine transférée à la communauté de communes notamment. En 6611 eau et assainissement et 6612 énergie et électricité, on retrouve l'impact de la piscine qui est d'environ moins de 15 000 euros. En 6068, suppression de l'inscription autres matières et fournitures, car il n'est pas prévu de distribution de masques à la population en 2021. La hausse en 61-61 des primes d'assurance, avec la souscription d'un contrat d'assurance dommage ouvrage dans le cadre de la construction de la maison de santé. La hausse également du 62-88, autres services extérieurs, dû à l'augmentation prévue du programme culturel, exposition photo notamment, et du traitement des archives de la commune. Et d'une façon générale, le budget est construit avec une année de fonctionnement normale des écoles et une restauration scolaire fonctionnant toute l'année et une programmation culturelle complète. Ce ne devrait pas être le cas, mais bon. En charge 12 des charges de personnel, le budget est construit avec 61 agents titulaires et 14 non titulaires, auxquels sont prévues les enveloppes complémentaires des agents de remplacement. Le chapitre 065 concerne les indemnités des élus, les subventions aux associations, les contributions aux organismes de regroupement. Ce sujet, on avait fourni un document en commission finance. Concernant le compte 65, 73, 62 CCAS, la baisse indiquée donc, doit être mise en relation avec la diminution des recettes de fonctionnement au chapitre 013, atténuation de charges. Nadine Legret et Benjamin Legros en ont fait état lors de la commission des finances. Et enfin, le chapitre 66, charges financières, a été construit en intégrant les emprunts maison de santé et l'équilibre du budget 2021. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses de fonctionnement ? Je continue avec les recettes de fonctionnement. Il est prévu un total de 6 315 720 euros. Vous pouvez vous référer au document numéro 4. Un principe général de prudence a été appliqué, notamment sur les recettes fiscales. Concernant le chapitre 70, produits des services, les baisses sont la conséquence du transfert de compétences eau et assainissement de la piscine. Le chapitre 73, impôts et taxes, retrouve l'impact de la piscine, encore avec une attribution de compensation en moins de 250 000 euros. Chapitre 752, revenus des immeubles, une perte de loyer, car plusieurs logements vont être refaits. Passons maintenant à la section investissement. En dépenses, il est prévu un total de 6 554 368 euros et 61 centimes. Vous pouvez vous référer au document numéro 6 qui reprend l'ensemble des opérations d'investissement prévues pour 2021. Bon, je passe sur les restes réalisés 2020, on en a déjà parlé plusieurs fois. Concernant les crédits nouveaux, on peut noter l'opération de construction de la zone de la santé qui continue, qui constitue l'axe principal de 2021, avec une inscription de 924 661 euros. Des études pour 56 700 euros, incluant notamment la tranche conditionnelle de l'étude relative au site patrimonial,
la refonte du câblage de la mairie ainsi que l'étude sur la future DSP camping. Des achats de matériel pour tous les services pour plus de 220 000 euros. En grosse réparation bâtiment, on a inscrit la somme de 855 497 euros qui intègre l'isolation du bâtiment rue Marcel Milin pour 161 200 euros, la démolition de la piscine à hauteur de 189 000 euros et les travaux au camping d'une enveloppe de 100 000 euros. Enfin, nous avons 535 508 euros en grosse réparation de voirie, avec notamment la mise en place de la circulation douce entre le Châtelain et Port-de-Mer. Des questions sur les dépenses d'investissement? Non. En ce qui concerne les recettes, elles s'équilibrent à 6 554 368 euros et 61 centimes. On retrouve l'excédent de fonctionnement qu'on vient de voter précédemment pour 1 678 551 euros. Les emprunts à hauteur de 1 344 217 euros, dont 1 082 000 spécifiques à la maison de santé. Et les subventions pour 697 401 euros. Des questions sur les recettes? Donc on va passer au vote à ce moment-là, s'il n'y a pas d'autres... Oui. Je vais juste montrer Oui, juste en complément, vous avez vu, on a une présentation qui est facile à appréhender et à lire pour le public qui n'a pas l'habitude de consulter des tableaux aussi complexes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la présentation par fonction. Et on voit que en premier, l'administration générale, il y a des services techniques, mais derrière un service technique, il y a quand même des pôles importants. Donc ils représentent la dépense la plus importante. Le poste qui vient immédiatement après, c'est les affaires scolaires. Il y a des moyens importants qui sont consacrés par la ville pour nos écoles. Et ensuite, le soutien aux associations, que ce soit sportives ou en matière culturelle. Alors, il y a des pôles importants qui sont gérés en régie. Je pense à l'école de musique, à la bibliothèque. Mais il y a aussi, à travers donc ce pôle, cette fonction affaires culturelles, il y a aussi toute l'animation et le soutien aux associations qui œuvrent en matière de culture. Voilà, je pense que alors ce genre de document sera présenté sur le site de la ville et ça permet aux habitants de voir comment est dépensé l'argent de la ville. Donc je passe au vote du budget primitif 2021. Donc en fonctionnement, nous avons la somme de 6 315 720 euros en recettes et 6 115 720 euros en dépenses, permettant de dégager un excédent de fonctionnement de 200 000 euros. Qui est contre? Une voix contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Je vous remercie. Et en ce qui concerne les investissements, le total réalisé en recettes s'élève à 6 554 368 euros et 61 centimes et en dépenses 6 554 368 euros et 61 centimes également, soit un équilibre à zéro en résultat d'investissement. Je mets au vote qui est contre, une voix contre, qui s'abstient, 5 abstentions. Je vous remercie. On va maintenant voir le budget des deux lotissements. Le lotissement Ernest de Chamaillard, document numéro 10. On prévoit une vente dans l'année. En fonctionnement, nous avons 56 467 euros et 3 centimes en dépenses et 214 478 euros et 52 centimes en recettes, soit une section d'exploitation excédentaire de 158 011 euros et 49 centimes. En
d'investissement, un équilibre à zéro, avec un montant de 87 934,06 €, autant en dépenses qu'en recettes. Est-ce qu'il y a des questions sur ce lotissement? Non, je passe au vote. Qui est contre? Une voix contre, Madame Huet. Qui s'abstient? 5 abstentions. Je vous remercie. On passe au dernier lotissement, les ardoisières. Le dernier document, le numéro 11, concerne donc le lotissement des ardoisières. Comme on l'a vu lors des comptes administratifs, il n'y a pas eu de mouvement concernant ce lotissement et nous avons donc un résultat égal à 0 en fonctionnement, 199 181,73 € en dépenses et en recettes, et égal à 0 également en investissement, 353 363,46 €, autant en recettes qu'en dépenses. Des questions sur ce lotissement? Non. On passe au vote. Qui est contre? Une voix contre. Madame Léhuté, qui s'abstient? 5 abstentions. Je vous remercie. Le budget pour l'année 2021 et donc les budgets sont adoptés. Je vous remercie. On va passer au point suivant concernant le camping municipal de Rodavenne. Vous le savez, la commune et propriétaire possède un camping situé au bord de l'Aulne à Rodavenne. Depuis plusieurs années, la gestion de ce camping avait été confiée dans le cadre d'une délégation de service public à M. Gérante. Le délégataire a fait savoir il y a quelque temps qu'il souhaitait mettre fin à la convention qui nous lie pour des raisons personnelles. Donc après discussion, après échange, la proposition c'est d'accepter cette fin anticipée de la délégation de service public, même si, je le dis, ce n'est pas une modalité classique, normale. Normalement, ce type de contrat engage les parties jusqu'au terme fixé dans la convention. Simplement, nous avons entendu les raisons invoquées par M. Gérante et je pense qu'il serait difficile de toute façon d'imposer à un délégataire qui exerce en son nom personnel de poursuivre l'exploitation du camping. Donc, vous le savez aussi que la ville, dans le cadre à la fois de cette sortie du contrat de DSP et aussi surtout la préparation du nouveau contrat et cette renégociation, eh bien, nous sommes accompagnés par un assistant en maîtrise d'ouvrage qui a déjà commencé son travail et l'analyse. Et c'est d'ailleurs à la suite de cette analyse à la fois juridique et puis aussi technique que nous avons pu élaborer ce projet de protocole d'accord transactionnel. Donc vous avez les pièces qui sont jointes au dossier que vous avez reçu. Je ne sais pas si vous avez des questions concernant les clauses particulières de cette sortie de DSP. Je ne vois pas de questions de votre part. Moi j'ai juste une question, alors pas spécialement sur... Merci. Pas spécialement sur le contrat là, de rupture, plus pour la suite, savoir, parce que nous on n'est pas favorable à une nouvelle DSP, quand sera voté le choix de gestion du camping? Une nouvelle gestion. La procédure va mettre un petit peu quelques temps. Il va falloir arrêter le choix, effectivement. Je n'ai pas la date la date, elle n'a pas encore été fixée. On sait que pour ce qui est de la saison estivale 2021, eh bien, on ne sera pas en capacité. Donc, c'est lié aussi à la date de rupture et à la réflexion qui doit être menée. Et on a aussi des travaux à réaliser. Donc, mais ce choix devra être appelé pour engager une procédure de mise en concurrence si la DSP est choisie par la ville.
On aura l'occasion de s'exprimer. Je pourrais vous dire aussi combien il a été difficile par le passé, il y a très longtemps, donc je dis très longtemps, d'exploiter ce camping en régie. Difficile à tel point que la municipalité précédente, avant 2008, avait fini par renoncer et le camping n'était plus exploité du tout. Mais on y reviendra. Alors, je mets au vote ce projet de protocole d'accord. Enfin, en tout cas, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer le protocole d'accord. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, je suis autorisée à l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, convention d'adhésion Petite Ville de demain. Donc là, j'ai besoin de votre autorisation pour signer cette convention d'adhésion au programme Petite Ville de demain. On l'a déjà dit à plusieurs reprises, donc la ville s'est portée candidate dans le cadre d'un appel à projet, un dispositif qui est proposé par l'État. C'est un dispositif assez récent qui a été lancé en octobre 2020. Dans le Finistère, nous sommes plusieurs communes à avoir été retenues. Les critères étaient notamment d'exercer des fonctions de centralité. Enfin, nous nous félicitons de ce choix qui a été opéré par les services de l'État. Enfin, en tout cas, nous nous félicitons d'avoir été retenus parce que, dans la continuité de l'étude sur l'attractivité et la dynamisation du centre-ville de Châteaulin, cette étude va fixer des actions, des orientations, et bien donc ce programme Petite Ville de demain viendra donc à point nommé, puisque permettra d'envisager de rentrer en phase opérationnelle plus rapidement, notamment grâce au soutien technique qui nous sera apporté donc par le recrutement d'un animateur. Alors, ce recrutement sera effectué par la communauté de communes. La personne retenue travaillera pour la moitié de son temps à peu près pour la ville de Châteaulin et l'autre moitié pour la ville de Plébain, qui est aussi la deuxième commune de notre communauté de communes à avoir été retenue. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que cette convention qui est proposée par les services de l'État vous pose des questions? Oui. Dans cette convention, on s'engage à ne pas faire de projet contraire à l'orientation du projet. Et pour nous, ces engagements sont un peu flous. Justement, là, on a besoin de fixer le cadre du travail qui va être mené avec l'État, en concertation avec l'État, mais c'est nous qui devons fixer le projet. L'avantage de la ville de Châteaulin, c'est qu'elle a déjà engagé une étude et vous êtes associés et on va bientôt définir les actions et c'est nous qui les fixons. Et parce que le dispositif Petite Ville de demain pouvait aussi nous donner l'occasion d'engager l'étude. Mais pour la ville de Châteaulin, on a déjà ce travail qui a été mené. Parce que le dispositif Petite Ville de demain englobe à la fois une phase étude et ensuite une phase mise en œuvre. C'est pour ça qu'on est sur un accompagnement relativement long, sur plusieurs années. Mais aujourd'hui, rien n'est figé. Si vous voulez, il n'y a pas d'action inconnue qui aurait été définie auparavant. Oui. J'ai une question. Effectivement, la convention, il est précisé que la commune de Plébain porte un projet de réhabilitation de la friche industrielle Les Galettes de Plébain avec un objectif de créer un habitat inclusif. Et cela me fait juste écho par rapport à des propos qu'avait tenus Madame Carreau lors du dernier conseil communautaire qui disait que Châteaulin était bien plus avancé dans le projet que Plébain. Bien plus avancé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus concernant l'état, entre guillemets, d'avancement? Parce que je trouve le projet de Plébain assez précis et le paragraphe concernant Châteaulin
peut-être, il y a des orientations, mais en tout cas, il n'y a pas de détails. Est-ce qu'il y a peut-être des détails dont nous n'aurions pas encore connaissance et qui sont pourtant connus? C'est exactement ce que je répondais à Mme Luludé. Quand Amélie Caro s'est exprimée, c'était pour indiquer que nous étions déjà engagés dans une réflexion depuis pas mal de temps, puisque nous avions répondu à l'appel à projet lancé par l'État et la région, donc sur cette étude d'attractivité, sur l'attractivité et la dynamique en centre-ville. C'est à ça qu'elle faisait référence, le fait qu'on avait déjà engagé ce travail en partenariat avec des instances importantes comme l'État, l'établissement public foncier de Bretagne. On est sur une étude qui a été proposée dans le cadre de cet appel à projet et qui est subventionnée. Donc par conséquent, s'agissant d'utilisation d'argent public, elle doit répondre à un certain nombre d'exigences. Donc ce que le maire de Plébain voulait dire, c'est qu'à Châtelain, on avait déjà amorcé ce travail, mais qui n'est pas encore abouti, parce que vous avez participé au groupe de travail sur le diagnostic. Et aujourd'hui, notre bureau d'études est en train de finaliser des propositions d'orientation qui, de toute façon, devront être acceptées ou refusées, enfin discutées en conseil municipal. C'est simplement ça. Pour la friche à Plébain, ce qu'elle a voulu indiquer, c'est qu'ils avaient ce souhait, mais aucune étude n'avait encore été engagée. Or, chez nous, vous avez quand même le périmètre du centre-ville qui fait l'objet de cette étude, avec 3 points particuliers. L'ancien Moulin du Roi, l'ancien EHPAD de la Ville-Jouan et la place du Champ de Croix. C'est simplement ça. D'accord. Alors, donc je vous demande l'autorisation de signer cette convention. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Une voix contre Madame Luludé. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc c'est adopté. L'article L2123-1 du Code général des collectivités territoriales fixe les garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux dans l'exercice du mandat. L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières du conseil municipal, aux réunions des commissions dont il est membre et constituées par une délibération du conseil municipal, aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune. L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances des réunions précitées. L'article L2123-3 précise que les pertes de revenus subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnité de fonction peuvent être compensées par la commune ou l'organisme auprès duquel il la représente lorsque celle-ci résulte de la participation en séances et réunions mentionnées à l'article L2123-1, de l'exercice de leur droit à un créditeur lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heure prévu pour les conseillers de la commune. Cette compensation est limitée à 72 heures par élu par an. Chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à 1,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, SMIC valeur au 1er janvier 2021, 10,25 €. Il est proposé au conseil municipal d'appliquer cette compensation dans les conditions suivantes. Limitation à 72 heures du volume horaire annuel par élu. Compensation financière horaire correspondant à la rémunération horaire de l'élu dans la limite de 1,5 fois le SMIC horaire. Paiement au vu des pièces attestant de la perte de revenus et de la présence effective aux séances et réunions subvisées.
il est précisé que ces compensations ne s'appliquent que pour des réunions à caractère municipal, et donc que pour tout autre où l'élu siège, par exemple, à la communauté de communes, Plében-Châteaulin-Porzay, elle ne s'applique pas. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Non, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 6 abstentions. Je vous remercie. Alors, une information dans le cadre de la délégation qui m'a été donnée en matière de marché public. Donc, vous avez reçu un tableau qui récapitule nombre important de marchés qui ont été passés au cours des mois derniers, de novembre 2020 au mois de janvier, février également. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Il y a un certain nombre de chefs de service qui sont présents, qui pourront aussi apporter une réponse. Oui, Madame Jallet. Juste une question concernant les fournitures de pain, visiblement, qui viennent de Quimperlé. J'ai du mal à saisir l'intérêt de se fournir à Quimperlé tous les jours, alors que nous avons des boulangeries châteaulinoises, ou du moins sur notre secteur d'activité économique. Oui, monsieur. C'est très simple. En fait, on n'a pas un seul boulanger châteaulinois du secteur qui nous répond. Cela a une raison très simple, c'est qu'on a besoin de fournisseurs de pain qui nous fournissent tous les jours. Parce qu'on a un EHPAD, 7 sur 7, 365 sur 365, et qu'on a un EHPAD qui prend son petit déjeuner à partir de 6 h le matin. Donc on a besoin du pain pour 5h30. Et on n'a qu'une seule personne qui nous répond pour nous livrer du pain sur Châteaulin tous les jours. Donc on n'a même pas le choix, on n'a pas d'autres. Et pour moi, c'est un concurrent. On n'a personne. Les demandes ont été faites oui. aux boulangers locaux. Donc Quimperlé fournit tout le Finistère jusqu'à Châteaulin, quoi. Oui, ils vont jusqu'à Rennes, je veux dire. D'accord. Rennes, Brest, c'est eux. D'accord. C'est vrai qu'il faut de la logistique. Bah oui. Et les boulangers locaux, en général, ils ont au moins un jour de repos. Même ceux qui travaillent tous les jours de la semaine n'étaient pas en capacité de répondre. Complètement. Moi, je sais même pour leur demander, mettez-vous d'accord quoi. C'est d'accord. D'accord. Bon, on a besoin de fournir tous les jours. Absolument. C'est la solution qu'on a trouvée, c'est la seule solution. On n'a pas d'alternative. D'accord. Merci. Voilà. Des questions? C'est une information, l'objet d'un vote. Ensuite, Marie-Hélène va présenter la proposition de motion de soutien. Je ne prends pas le micro, je parle assez fort, je vais me tourner un petit peu. Voilà, bah, écoutez, nous avons reçu de monsieur Labatte des Genêts d'Or une motion de soutien aux collectifs, associations, syndicats des secteurs sociaux et médico-sociaux. Donc je vous lis le texte. La direction des Genêts d'Or, les actes foyers de Châteaulin-Digniol, attire l'attention de la collectivité sur la situation des professionnels du secteur du social et médico-social qui, selon le collectif, sont les grands oubliés de la reconnaissance nationale issus du Ségur de la santé. Le collectif regroupe 26 associations et fondations des secteurs sociaux et médico-sociaux de l'économie sociale et solidaire, ainsi que les syndicats des salariés CFDT, SUD et CGT. Il soumet à l'approbation des collectivités une proposition de motion de soutien au collectif et à travers lui l'ensemble des professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux. Voilà, donc il est proposé au conseil municipal d'adopter la motion de soutien si annexée. Alors je pense que vous l'avez dans pièce jointe. De toute façon, vous avez la liste. Allez en face, voilà. Vous avez la liste des collectifs je ne sais plus combien ils sont un certain nombre, 26. Donc vous avez ça. Je pense qu'on peut. Enfin, moi je vous propose de les soutenir. Je pense que. Tu veux lire le texte?
Juste en complément, ce que je peux dire, Oui, c'est que si on a proposé de présenter cette motion de soutien, c'est parce que ce sont les Gelées d'Or sont présents sur Châteaulin, donc ça concerne des salariés qui travaillent sur Châteaulin, et surtout parce que effectivement, il y a certaines catégories personnelles qui ont été oubliées des dispositifs récents, mais nous avons eu l'occasion de nous pencher sur le sujet, entre guillemets, pas très joli, concernant le personnel du CCAS qui rentrait dans cette définition, et donc les bénéficiaires. Et on constate que des personnes, comme c'est le cas des Gelées d'Or, qui œuvrent dans le même domaine d'activité, n'ont pas été prévus dans ces dispositifs. Donc c'est la raison pour laquelle on souhaitait vous proposer cette motion de soutien. Parce que... C'est un vote, non, c'est un soutien. Hein, oui, il faut voter. D'accord. Bon, écoutez, je vous propose donc de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Un peu à l'unanimité, merci. Oui, j'en ai. Ok, allez-y. Alors, ma première question, ma question s'adresse à l'ensemble du conseil municipal et indirectement aux habitants. Est-il utile de laisser les lumières de la façade de la mairie allumées toute la nuit? L'utilité, ça peut se discuter toujours. Ce que je peux vous dire, c'est que cet éclairage ce sont des ampoules LED, me semble-t-il, donc on n'est pas sur des consommations importantes. On est en centre-ville et il nous paraissait intéressant de mettre en lumière des édifices de la ville, même pendant la nuit. C'est pas, voilà, c'est un choix qui a été effectué. Alors, en termes d'utilité, ça peut se discuter effectivement, parce que c'est pas ça qui permet d'orienter, mais on est sur un des axes principaux de la ville, et donc il y a, depuis que les travaux ont été effectués, il y a aussi le cheminement piéton le long du quai Jean Moulin qui est illuminé. Voilà, vous posez la question, moi je vous réponds que c'est un choix, alors c'est pas tout le temps éclairé, ça dépend des occasions, mais que ça n'a pas d'impact sensible sur la consommation d'électricité de la ville. Je voulais juste développer un peu. La communauté de communes participe au financement d'un camion climat qui sillonne le pays pour sensibiliser les habitants sur les bonnes pratiques en matière d'énergie. Nous, élus, serions incapables de mettre en place une réflexion sur nos consommations d'énergie pour des raisons peut-être techniques ou autres, parce que je pense que la mairie allumée, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Ça serait une fuite d'eau, on trouverait quelque chose pour couper. Ça serait de l'eau qui coulerait toute la nuit, on s'interrogerait. Là, c'est une lumière, on s'interrogerait. Quand vous dites qu'on ne s'interroge pas, je trouve que vous allez un peu fort, puisque lors du dernier conseil, vous aviez interrogé et je vous avais indiqué qu'on avait eu cette réflexion qu'on avait engagée il y a de nombreuses années de notre propre initiative. Donc nous nous interrogeons sur les questions d'économie d'énergie et de climat. Et notamment, je voudrais vous rappeler le projet d'isolation par l'extérieur des appartements, des logements rue Marcel Mignon. Nous avons aussi engagé un certain nombre de travaux qui s'inscrivent toujours dans cette démarche de réduction des énergies. Je pense aussi à des modifications d'énergie, des chaudières à l'école Marie Curie, etc., etc. Donc ce travail de réflexion, nous l'avons. Votre remarque est un petit peu tranchante. Dire que nous ne nous inquiétons pas, que nous ne nous interrogeons pas, c'est une appréciation que vous avez, mais qui est très éloignée de la réalité. Le financement du camion climat s'inscrit dans cette opération, on y souscrit, c'est la communauté de communes qui fait cette démarche.
Mais avant même cette opération, avant même la réflexion autour du plan du PCLT, hein, c'est-à-dire le plan climat, air, énergie territoriale, eh bien, la ville de Châteaulin avait engagé un certain nombre d'actions dans ce domaine-là. Vous avez une autre question? Oui, j'ai une question. Anticor est une association fondée en juin 2002 pour lutter contre la corruption et rétablir l'éthique en politique. Son ambition est de réhabiliter le rapport de confiance qui doit exister entre les citoyens et leurs représentants politiques et administratifs. L'association regroupe des citoyens et des élus de toutes tendances politiques engagés pour faire respecter les exigences démocratiques non partisanes. Actuellement, l'association Anticor attend depuis des mois le renouvellement de son agrément qui lui permet d'agir en justice. Sachant qu'Anticor a porté plainte contre le président de l'Assemblée nationale, sachant que M. Ferrand est député de notre circonscription, le conseil municipal ne pourrait-il pas, comme d'autres l'ont déjà fait, voter une motion de soutien à Anticor? Alors, vous m'avez transmis cette question il y a déjà quelques jours, mais vous avez dû faire attention à la presse de hier, me semble-t-il, où il y a un article important sur Anticor. Et il y a quand même un certain nombre d'interrogations, notamment sur ce que vous indiquez, sur l'absence d'engagement politique. C'est un des sujets qui est évoqué dans la presse. Moi, je ne vais pas prendre position pour, contre. Ce que j'observe, c'est qu'il y a un débat, et à la lecture de la presse du Télégramme de hier, il y a sans doute un manque de clarté. En tout cas, il appartient aux autorités de vérifier si cette association qui demande son agrément, elle a parfaitement le droit, elle l'avait auparavant, si cette association répond aux conditions qui sont fixées par la loi pour obtenir l'agrément. Ce que je vous répondrai, c'est que nous sommes compétents sur les matières communales. La motion que nous avons adoptée tout à l'heure, elle concernait une structure importante qui œuvre à Châteaulin. Et notre champ de compétences, c'est tout ce qui est lié à l'action communale, à l'intérêt communal. Et c'est sur ce point que je vous répondrai. Après, sur le fond, je renvoie les uns et les autres, sans doute aux discussions qui ont lieu en ce moment. Et le fait, alors n'y voyez pas une défense, mais le fait de viser une personne en particulier, je trouve qu'elle dénature l'objet. C'est-à-dire que notre objectif, c'est pas de soutenir une structure qui va contre une personnalité locale. En termes de neutralité du conseil municipal, de présentation d'une motion, je pense que vous affaiblissez votre argument en visant en particulier une personnalité locale. Mais c'est juste, juste qui fait partie. Et c'est pas une personnalité locale dont je partage les opinions, mais c'est simplement quand vous évoquez l'absence d'opinion politique, la neutralité de cette association, apparemment à la lecture de la presse, c'est quelque chose justement qui interpelle et qui pose question au sein même de l'association. Voilà, je ferme cette parenthèse. Moi, je ne me positionne que sur le champ de compétences, le champ d'action de la ville. Et si on commence à envisager des motions de soutien sur tous les sujets politiques nationaux, eh bien, on ne s'en sortira pas. Et en tout cas, ça n'est pas de notre compétence. Ça existe peut-être. La question que vous posez ne revêt pas un intérêt strictement communal. Même si vous pouvez estimer que ça concerne tout le monde. C'est une demande. Mais bon, je trouve qu'il y a et c'est dommage d'ailleurs, mais sur la question des orientations politiques, je pense qu'il serait nécessaire d'y voir plus clair et d'avoir plus d'éléments. Merci. Donc, je ne proposerai pas au conseil municipal une motion.
Je vous remercie. On a donc épuisé les questions à l'ordre du jour, mais je pense que vous avez des parapheurs qui circulent. Non, c'est bon, monsieur Leroux, vous n'avez pas besoin, vous le ferez. Ok, salut. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à bientôt.